Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Patrimoine en dialogue où les archives municipales, le pays d'art et d'histoire de la communauté des communes du Grand Villeneuvois et le musée de Gajac, nous avons décidé de vous parler des bastides. Qu'est-ce qu'une bastide ? Eh bien, une bastide dans notre région, c'est une ville neuve qui a été créée entre le XIIe et le XIVe siècle. Il faut dire que le Lot-et-Garonne est un jardin de bastides puisqu'on en compte plus d'une quarantaine qui ont été fondées au XIIIe siècle, notamment par Alphonse de Poitiers. Donc sur cette carte, vous pouvez voir un petit peu l'éclatement de toutes ces villes neuves créées dans cette période dans tout le sud-ouest de la France. Le premier père fondateur, si l'on peut dire, de ces nouvelles constructions urbanistiques, ce sont les comtes de Toulouse, Raymond VI et Raymond VII, qui dès 1222 vont commencer sur leur territoire la création de ces villes nouvelles. Alphonse de Poitiers, le gendre de Raymond VII, va continuer l'aventure des bastides. Ensuite, les rois de France, à partir de 1273 jusqu'à 1373, vont continuer l'aventure, sans compter les rois d'Angleterre qui, eux aussi, dans le Périgord et dans la Genève, vont aussi bénir un petit peu ce type de nouvelles constructions. Alors, loin d'être de simples bourgs, ces villes, parce que ce sont des véritables villes neuves ou bastides, vont résulter d'un contrat entre un fondateur et entre un seigneur local qui va offrir autant de terre qu'il faut pour la construction de cette ville. À Villeneuve, c'était une abbaye, l'abbaye d'Aix. Mais aussi, elles seront dotées d'une charte de coutume que l'on verra un petit peu plus tard, très important aussi pour régir les droits entre les uns et les autres. Et elles vont bénéficier des constructions sur des plans planifiés. On le verra aussi sur le plan de Villeneuve-sur-Lot. Mais quelle véritable explication donner à ce phénomène ? Parce que dans notre sud-ouest de la France, ça a vraiment été, après la guerre contre les Albigeois, ça a vraiment été, si vous voulez, un mouvement d'urbanisation sans précédent. Alors le phénomène, il est évidemment politique. Les nouveaux seigneurs, notamment le roi de France, va vouloir asseoir sa souveraineté sur ces nouveaux pays qui ont été conquis sur le comte de Toulouse, en créant des villes neuves auxquelles il va donner de nouveaux privilèges. Et c'est aussi mettre toute une population qui jusque-là était éparse dans les campagnes sous domination, sous sa souveraineté. Mais c'est aussi parce que face aux bastides anglaises du Périgord, sur tout ce haut Agenais, on va construire des bastides françaises qui vont répondre aussi à ces nouvelles constructions anglaises. Mais c'est aussi économique, parce qu'avant d'être ceintes de remparts, comme à Villeneuve, ces villes étaient des villes ouvertes. Elles étaient construites sur des grands axes commerciaux, et ce qui va permettre aussi d'enrichir les caisses du seigneur fondateur, puisque la plupart des taxes qui vont être émises sur les marchés vont revenir dans sa cassette. Donc une façon de s'enrichir. Par exemple, à Villeneuve, dès que l'on vendait un âne, un bœuf, des casseroles, des tissus, il y a un denier qui rentrait dans l'escarcelle d'Alphonse de Poitiers. Le tracé de ces bastides est aussi très important, parce qu'on pense que ce ne sont que des bastides de plaine, mais il y a énormément de bastides aussi sur collines, comme à Montflanquin, par exemple, ou à Saint-Pastour. Et là, il faut tenir compte du tracé, de la géologie, de la géographie des terrains, avant de penser à un tracé. Donc les tracés sont très variables. On va avoir des bastides en plaine comme à Villeneuve, très étalées sur un système très ouvert, avec 4 voies de communication qui se rejoignent, et puis aussi certaines bastides qui ne seront que des bastides linéaires, souvent avec 1 ou 2 voies de communication dans le village. Mais pour créer ces bastides, il ne suffit pas d'une baguette magique, donc on va créer une commission dans laquelle il y aura un notaire. Et notamment à Villeneuve, il s'agit du notaire Ponce-Ménard, qui est cité dans les urbanistes de cette époque qui vont présider à la naissance et au quadrillage de la ville. Ponce-Ménard, un moine de l'abbaye d'Aix,
puisque l'abbaye d'Aix était le grand seigneur si vous voulez, des environs, qui va donner autant de terre qu'il faut pour créer la ville, et un chevalier de Alphonse de Poitiers qui vont présider à cette naissance. Donc ils vont délimiter la ville, la quadriller, et comme on pourra le voir sur le plan de Villeneuve, ils vont créer les îlots d'habitation que l'on appelle les moulons, qui seront ensuite donnés à la vente pour les futurs habitants. Donc une fois que le tracé a été fait, une fois que les îlots ont été vendus, bien évidemment, il faut que des habitants viennent aussi habiter dans ces villes nouvelles. Et pour les attirer, on va leur donner des privilèges et des coutumes. Alors ces privilèges et ces coutumes sont assez novateurs parce que ça va permettre aux habitants d'acquérir des droits. Des droits qui pour nous semblent tout à fait simples, les droits de vendre ses biens à qui l'on voudra, de marier sa fille où bon nous semblera, ou encore de faire rentrer ses fils dans les ordres ecclésiastiques si l'on veut. Des droits privés, mais aussi on va faire tout un système pénal de façon à ce que les gens, de façon à créer une harmonie et un modus vivendi entre les habitants, mais aussi le seigneur et fondateur et les seigneurs paréagés. Donc il va y avoir, je vais vous montrer un peu plus loin les documents sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Donc des chartes, toutes les bastides ont eu une charte de franchise ou une charte de coutume qui va régler la vie municipale, les droits privés et le droit public. La charte de Villeneuve a été donnée en 1270 par Alphonse de Poitiers. Voici son sceau qui est reporté en bas du parchemin dans lequel les 46 articles vont être déclinés. Voilà. Donc la charte d'Alphonse de Poitiers date de 1270, mais malheureusement, elle ne nous est pas revenue. Elle a disparu, mais on la connaît très bien, puisqu'il y a eu des transcriptions au fil des siècles dans les archives municipales. Et celle que l'on connaît particulièrement bien, c'est quand la ville est tombée sous domination anglaise en 1286, cette fameuse charte dite édouardine, qui se trouve aux États-Unis, dans une bibliothèque universitaire. Alors ne me demandez pas pourquoi. Je ne saurais pas répondre à cette énigme. Mais en attendant, Cassani de Mazet, qui avait eu les articles de la charte, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous y référer l'histoire réannale de Villeneuve-sur-Lot de M. de Mazet, en fait, qui vous retranscrit tous les articles qui sont en fait les textes fondateurs de la ville, puisque non seulement on y parle des édiles et des jurats qui étaient le conseil municipal de l'époque, mais aussi, comme je vous disais, tous ces droits politiques, économiques que les habitants de la ville ont pu acquérir une fois qu'ils se sont installés à Villeneuve. Donc Villeneuve, évidemment, pour cette époque, on n'a pas de plan ancien, si vous voulez. Les plans les plus anciens que l'on aura datent de 1786 et 1791, mais qui sont tout à fait conformes à la forme et la typologie que la ville avait adoptée dès le Moyen-Âge en 1264. Voilà, en 1264, les abbés d'Aix vont donner à Alphonse de Poitiers autant de terre qu'il faudra pour construire une ville neuve, soit bastide, soit une bastide. Donc, ils vont délimiter les terrains qu'ils vont donner à Alphonse de Poitiers pour la construction de la ville, en partant de leur possession du moulin de Gajac et de donner autant de terre qu'il faudra. Donc les urbanistes de cette époque vont dans un premier temps délimiter une place, puisque la place, ça va être vraiment l'emplacement de l'autorité municipale, c'est l'emplacement économique de la ville. À partir de cette place, on va tirer au cordeau toutes les rues qui vont mener justement à la place, et on va rejeter l'église sur le côté. Et toutes les rues qui ensuite, les ruettes, les rues secondaires qui vont être construites, partiront de ces grandes artères. Et tout ce que vous voyez en rose, là, ce sont en fait les îlots d'habitation qui ont tous été découpés à un moment ou à un autre pour permettre les plus riches acheter un ou deux aériaux, les plus pauvres acheter des parcelles plus petites, et ainsi de suite.
Alors, les remparts qui sont indiqués ici, comme je vous disais, n'existaient pas au moment de la construction de la ville en 1263-1264, puisqu'ils ont été installés, ils ont été construits bien plus tard, au moment des premières guerres, de la première guerre de Cent Ans. Voilà, donc c'était une ville totalement ouverte. Et ce que l'on peut aussi observer, c'est que toute cette symétrie, en fait, la ville aurait pu être même plus grande, puisque toute cette symétrie, on pouvait agrandir moulon par moulon, quartier par quartier, la ville, s'il y avait eu besoin. Alors, ce qu'il faut dire aussi sur ces bastides, la bastide de Villeneuve est le cas d'une bastide qui a bien réussi, mais il y a bon nombre aussi de bastides qui ne sont restées que des embryons, et certaines autres qui ont beaucoup périclité. Bien, nous sommes ici au cœur de la bastide de Villeneuve-sur-Lot, sur sa place principale, sa place centrale. Comme Hélène Lagesse vient juste de vous le présenter, de vous l'expliquer à l'appui de plans, cette bastide, c'est avant tout un plan urbain, un plan régulier qui s'organise autour de cette place à arcades. Vous le voyez, sur ces quatre côtés, nous avons ces passages, ces arcades, ces couverts qu'on appelle ici cornières. Et de cette place centrale partent 8 rues principales de la bastide qui donc séquencent, organisent, coupent cette ville en plusieurs îlots et en damiers, en fait en échiquiers. Cette place, c'est vraiment le poumon de la Bastide, le poumon de la ville, puisqu'elle concentre les différents pouvoirs à l'origine. Le pouvoir politique, le pouvoir économique, puisqu'au centre de cette place se situe une halle. Dès l'origine, cette halle, bien sûr, accueille le marché, mais les consuls, qui gèrent la cité, siègent au premier étage. Cette place Lafayette, comme je vous l'indique, elle est donc très médiévale dans sa forme, dans son origine. La vie s'y organise. Ces passages, ces cornières, juste un petit point sur l'étymologie, puisque ce terme cornière est propre au sud-ouest, propre à notre région. En fait, le mot au départ cornière désigne le passage biais en angle, puisque ces arcades, vous le voyez, ne se joignent pas en fait dans les coins de la place et laissent un passage étroit, un passage biais qu'on appelle donc cornière. Et donc par extension, c'est la galerie et l'arcade tout entière qu'on a dénommée cornière. Ce qu'on affectionne, nous, Pays d'Art et d'Histoire, tout particulièrement sur cette place, c'est que, outre ce rôle originel pour la Bastide, elle témoigne aujourd'hui de l'évolution de la cité. C'est un formidable panorama urbain sur un plan architectural, puisque les différentes façades nous permettent de lire l'évolution de la ville et de la cité qui n'est absolument pas restée médiévale en fait. Donc nous allons nous intéresser à quelques-unes de ces façades pour mieux comprendre comment la Bastide, la ville, a évolué. Alors première façade emblématique sur cette place, une façade dite à pans de bois. Du moins une maison à pans de bois, une maison à colombage. Il faut savoir que le territoire a connu les affres de la guerre de Cent Ans, donc entre 1337 et 1453. Et suite à cette période de la guerre de Cent Ans, on entre dans une fièvre constructrice, puisqu'il faut reconstruire très vite toutes les destructions occasionnées par cette guerre. Et les façades à pans de bois, les maisons à pans de bois en sont représentatives. Pourquoi à pans de bois? Vous le voyez tout simplement parce que le squelette, l'ossature de cette maison est en bois. On reconstruit en fait avec les matériaux qu'on trouve en nombre sur le territoire. Vous le voyez, la particularité de cette maison et de ces maisons, c'est le fait qu'elles sont construites en encorbellement premier étage, c'est-à-dire en saillie légèrement sur la rue. Bon, ici c'est d'autant plus vrai que cette maison est donc sur le couvert, sur le passage en galerie. Et vous le voyez, on comble en fait, on remplit les parties entre l'ossature en bois avec ce qu'on appelle le ourdi, qui est fait soit de torchis, soit de briques. La terre est bien sûr un matériau emblématique ici sur ce territoire et la brique particulièrement colore notre territoire puisque c'est le matériau qui va vraiment aussi être fil rouge finalement de l'époque médiévale jusqu'à l'époque contemporaine. Comment s'organiser en termes de fonction ces maisons? Tout simplement au rez-de-chaussée on trouve la boutique ou l'atelier, les shops, et puis à l'étage l'habitation. Parfois, on trouve comme ici un étage de comble avec une galerie. On le voit ici, la galerie a été en partie fermée. Et puis, on y entreposait tout simplement dans ces combles des denrées. On pouvait aussi y faire tout simplement sécher son linge. Donc voilà une façade, la première, emblématique, on va dire, fin 15e, début 16e siècle. On fait un bond dans le temps et en fait, la deuxième phase, on va dire, d'importance en termes de construction
à la fois à Villeneuve-sur-Lot, mais par ailleurs au-delà, c'est le 19e siècle. Le 19e siècle, pourquoi ? Puisque, encore une fois, les normes de confort, l'hygiénisme fait son apparition et on a envie de changement, de renouvellement du tissu architectural et du tissu urbain en partie. Donc la façade que j'ai derrière moi, la façade dite au Gaspis, en témoigne et est représentative de cette période-là. Donc vous le voyez, une belle façade symétrique, briques et pierre, où on a de grandes ouvertures, de grandes fenêtres qui sont au premier étage soulignées par des motifs de décor, des frontons triangulaires, cintrés, et puis également des drapés qui viennent souligner ces fenêtres. Donc on est vraiment dans ce 19e siècle. On montre aussi sa richesse, son importance par ses décors, ce côté un peu ostentatoire et surtout ces normes d'hygiène qui apparaissent. D'ailleurs, j'insiste sur le côté hygiène puisque nous l'avons vu tout à l'heure, cette place Lafayette n'accueille plus de halles aujourd'hui, mais accueille une fontaine. Cette fontaine, elle est aussi 19e siècle, elle date de 1835 et elle est due au legs d'un docteur, le docteur Alexandre Guyot, qui en fait décide de faire don à la ville d'une somme d'argent pour justement apporter un point d'eau à la cité. D'ailleurs, ce sera le point de départ de tout un réseau d'alimentation de la ville en eau, donc on est vraiment dans ces normes d'hygiène. Et ce docteur était un grand admirateur de Lafayette, donc pour le coup, la contrepartie de ce legs, c'était de nommer et de dénommer cette place Lafayette. Dernier temps de découverte architecturale autour de cette place Lafayette, avec cette maison, donc dite Firmin-Barrier, une maison du début du XXe siècle, construite par l'architecte Gaston Rapin. Cette maison, en fait, prend lieu et place d'une maison à pans de bois qui brûle et donc est détruite en 1905. Et le mercier Firmin-Barrier commande cette nouvelle maison à l'architecte villeneuvois. On le voit, l'architecte a employé les motifs architecturaux et l'ornementation dans le goût de l'Art nouveau. Il a collaboré d'ailleurs avec le sculpteur Antoine Bourlange pour venir souligner les balcons et les fenêtres des 2 étages, avec donc ces motifs de guirlandes, ces végétaux à profusion. Donc on est vraiment, là encore, dans l'ostentation et la puissance et le pouvoir de son propriétaire. La particularité de cette maison, c'est que l'architecte a tenu à conserver l'harmonie de la place, son origine médiévale avec ses couverts et ses arcades dont je vous ai parlé. Donc en l'occurrence, il a bien respecté cet agencement. La petite particularité, c'est qu'il a employé un matériau bien de son temps, notamment pour couvrir la voûte sous arcade. Donc j'invite tous les curieux à lever la tête quand on passe à cet endroit-là, puisque ce matériau, c'est la brique métro, cette brique caractéristique et bien connue des Parisiens, qu'on retrouve dans bon nombre de stations de métro, qui est blanche et biseautée et qui permet de réfléchir la lumière. Donc voilà pour cette évolution de l'époque médiévale à l'époque contemporaine, en tout cas au début du XXe siècle. Les artistes contemporains, et bon nombre d'entre eux, se sont inspirés de la Bastide, de ces places à couvert pour leur œuvre, leur art. Et je crois que Marlys Kourech, maintenant, va donc vous présenter un exemple d'artiste s'étant inspiré de ce motif-là. Christian Baboulaine, dit Babou, un peintre d'origine villeneuvoise, s'est particulièrement intéressé au thème de la Bastide. Babou était né en 1946 à Villeneuve-sur-Lot. Après des études secondaires au lycée professionnel d'Agen, il a reçu une formation à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux de 1963 à 1969. Puis, il est parti s'installer à Paris, où là, un mouvement important était en train de se développer, la nouvelle figuration, également la figuration narrative. Il a intégré ce mouvement et très vite a côtoyé des peintres comme Coeco, Rancillac. Il s'agissait donc d'une nouvelle figuration esthétique, mais aussi qui avait une valeur, je dirais, sociologique et politique. Par la suite, donc, Babou a été aussi professeur à l'École des Beaux-Arts de Bourges et donc son œuvre a été donc très forte, très dense, jusqu'en 2005, date de son décès. Babou a toujours travaillé par série. Alors, il était particulièrement intéressé par tout ce qui touchait à l'architecture, aux détails ornementaux. Pourquoi ? Parce que son père était couvreur, charpentier, et d'une certaine façon, il a été influencé dès son enfance. Donc, il a toujours travaillé par série.
il y a eu la série des maisons de prestige, des ornements, des gargouilles, des dômes et donc une fameuse série de la Bastide qu'il a réalisée de 1987 à 1992. Le musée de Gajac conserve un tableau de cette série intitulé Montflanquin Bastide ou Montflanquin couvert et donc on découvre une vision artistique, plastique de ce thème de la Bastide. Dans ce tableau, on peut observer que l'artiste a donc utilisé une palette très précise, très délicate, basée sur des bleus foncés et plus clairs, et également des noirs. Et ces bleus très foncés sont rééquilibrés ou contrastés par un bleu beaucoup plus lumineux, un bleu ciel, mais également par des tonalités chaudes, jaunes et légèrement orangées. Donc il s'agit d'une composition aussi très rigoureuse, très stricte, car l'artiste, le peintre Babou, était extrêmement précis dans sa manière de travailler. Il travaillait à partir de photographies, de dessins, de projets, et ses œuvres étaient toujours construites de façon extrêmement détaillée, précise. Il s'agit presque, je dirais, d'un travail justement d'architecture. Donc là, on observe bien les arcades, les couverts, et donc il y a une manière peut-être un peu étrange d'évoquer cette Bastide. On peut surtout noter qu'il n'y a aucun personnage. C'est une Bastide vide, c'est un lieu, je dirais, presque mystérieux. On a l'impression que quelque chose va se passer au-delà donc de cet élément qui occupe tout l'arrière-plan du tableau. Donc une vision très personnelle, très délicate. Il a réalisé beaucoup de Bastides de ce type-là, mais pour chaque tableau, il utilisait une palette bien particulière. Mais ici, donc, on a aussi un regard, je dirais, très contemporain sur ce phénomène architectural du Moyen-Âge.